Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahel, chez le chef de l'État, le président Alassane Ouattara et Romano Prodi, ont évoqué le problème du Sahel, la nécessité de lutter contre le terrorisme. Affluence timide à l'abattoir de Port-Boué à 6 jours de la fête de la Tabaski. Et pourtant, le marché est bien approvisionné, mais les clients se font rares. Les raisons dans votre journal. Dans votre journal également, le point de la situation en Égypte. L'Égypte confrontée à un nouveau cycle de violence avec 50 morts ce week-end dans des manifestations et des attaques terroristes lundi. Bienvenue à tous. Le chef de l'État a eu hier, dans l'après-midi, un agenda chargé. Il a reçu en audience 3 personnalités, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahel, Romano Prodi. Avec lui, le président Alassane Ouattara a évoqué le problème du Sahel. Le chef de l'État a également échangé avec le ministre des Affaires étrangères et des Relations internationales du Kenya. La synthèse de toutes ces audiences avec Viviane Aïmé. Il n'y aura pas de paix au Mali sans développement. C'est tout le sens de l'entretien qui s'est déroulé entre le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahel, Romano Prodi, et le président de la République, Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, ce lundi après-midi au palais présidentiel. Après le succès de l'action militaire menée par les forces françaises et africaines pour débarrasser le Mali des forces terroristes et le rétablissement de l'ordre constitutionnel dans ce pays, la préoccupation désormais au regard de la CEDEAO et de la communauté internationale est de favoriser son développement, et particulièrement le développement du Nord Mali, où les bandes terroristes avaient pu s'implanter grâce à l'instauration d'une économie parallèle faite de trafic de toutes sortes. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahel et le président en exercice de la CEDEAO, le chef de l'État ivoirien, ont accordé leur vue sur une stratégie d'action. Le Sahel nous interpelle tous avec ce qui s'est passé au Mali. Nous vous remercions pour tous les efforts qui ont été faits et tous vos projets. La Côte d'Ivoire a apporté son soutien à travers la CEDEAO et nous voulons compter sur votre autorité et votre sagesse pour nous aider à aller de l'avant dans la résolution des problèmes qui se posent au Sahel. Il n'y aura pas dans la lutte contre le terrorisme s'il n'y a pas un développement fort. Alors, les 5 pays du Sahel sont liés dans un projet commun et j'ai demandé au président de la Côte d'Ivoire d'être avec nous, avec CEDEAO et avec l'Union africaine à aider le processus de développement et surtout faire des pressions sur la communauté internationale pour les ressources financières qui sont nécessaires pour le processus de développement. Sur l'agenda de l'Union africaine, 2 grands rendez-vous au cours de ce mois d'octobre, dont une importante réunion qui se tiendra ici à Abidjan du 28 au 30 octobre. Le président de la République Alassane Ouattara, qui a manifesté depuis sa prise de fonction à la tête de la Côte d'Ivoire sa totale adhésion à l'intégration africaine, matérialisée par sa participation à chaque sommet des chefs d'État de l'Union africaine et son consentement a assumé pendant 2 années consécutives la lourde charge de président en exercice de la CEDEAO. Le président de la République, Alassane Ouattara, recevant le représentant de l'Union africaine en Côte d'Ivoire, Ambroise Nyonsaba, lui a signifié la totale adhésion de la Côte d'Ivoire aux 2 grands rendez-vous de la CEDEAO prévus pour ce mois d'octobre. Nous venons effectivement exprimer la reconnaissance de l'Union africaine par rapport à l'appui que la Côte d'Ivoire nous accorde dans beaucoup de domaines. À titre d'exemple, en fin du mois, entre le 28 et le 30 octobre, il va y avoir une grande réunion des représentants spéciaux, envoyés spéciaux et médiateurs de l'Union africaine
et des organisations partenaires. Et la Côte d'Ivoire donc a donné son accord pour abriter cette retraite et va l'organiser conjointement avec l'Union africaine. Nous avons aussi parlé, bien entendu, d'autres sujets qui intéressent l'Afrique, qui intéressent la CEDEAO. Il est prévu le 11 et 12 octobre un sommet extraordinaire sur les relations entre l'Afrique et la CPI. Nous avons aussi échangé sur les progrès que la Côte d'Ivoire enregistre dans sa marche de sortie de crise. Envoyé spécial du chef de l'État kényan, l'honorable ambassadeur Amina Mohamed, a eu un échange avec le président de la République Alassane Ouattara portant sur les relations bilatérales entre le Kenya et la Côte d'Ivoire. Elle a aussi transmis au président de la République une invitation du chef de l'État kényan pour une visite officielle dans son pays. Destination Paris, où l'avenir et les performances économiques de l'Afrique sont au cœur du 13e Forum économique international sur le continent. Plus de 500 participants présents à ce grand rendez-vous. Le compte-rendu de notre envoyé spécial à Paris, David Gouedan-Mobio. Plus de 500 participants, chefs de gouvernement, responsables politiques, économistes, représentants d'organisations de la société civile, chercheurs des pays africains et ceux des pays membres de l'OCDE, l'Organisation de coopération économique et de développement, se sont donné rendez-vous ici à Paris pour échanger sur les opportunités qu'offrent les pays d'Afrique et sur les enjeux auxquels est confronté le continent africain. Ce 13e Forum économique international ouvert ce lundi matin mettra l'accent sur les stratégies visant à promouvoir une plus grande diversification économique et un développement inclusif. C'est ce qui justifie le choix du thème de réflexion de ce forum, tirer parti des ressources naturelles pour la transformation économique de l'Afrique. Le message de la Côte d'Ivoire a été lancé par le Premier ministre. Daniel Kablan-Duncan a présenté dans les moindres détails le vaste chantier de reconstruction de la Côte d'Ivoire du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, avant de dire l'importance que son pays accorde à la paix, condition essentielle pour un développement durable. Sous l'égide de son président en exercice actuel, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, l'action de la CEDEAO a permis, avec le très fort appui de la communauté internationale, singulièrement de la France, d'avancer de façon décisive dans le règlement du conflit malien. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, puisqu'on nous a demandé d'en parler, afin de réaliser la grande vision du chef de l'État de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020, le gouvernement a, dans une première phase, bâti une stratégie cohérente à travers le plan national de développement 2012-2015. Ce développement économique devrait être créateur de plus d'emplois stables et qualifiés, notamment en faveur des jeunes et des femmes, avec une réduction de moitié de la pauvreté dès 2015. Ce forum consacré à l'avenir de notre continent bénéficie de l'expertise de la Banque africaine de développement, du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, du gouvernement français et de l'Union européenne. 13 milliards de francs CFA obtenus pour le projet de construction de la route Bouna-Doropo à la frontière ivoiro-burkinabé. 13 autres milliards de francs CFA seront également consacrés au programme de renforcement du secteur de l'électricité. Ce sont les montants du prêt octroyé par la Banque ouest-africaine de développement à la Côte d'Ivoire. Une convention a été signée à cet effet, nous dit Jean-Jacques Kwameala. 13 milliards de francs CFA pour le projet de construction de la route Bouna-Doropo frontière de Burkina Faso et encore 13 milliards de francs CFA pour le programme de renforcement du secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire. Ce sont au total 26 milliards de francs CFA octroyés par la Banque ouest-africaine de développement BOAD à la Côte d'Ivoire. Bassaré Touré, vice-président de cette institution financière, a souhaité voir ces ressources contribuer à la sauvegarde du patrimoine routier ivoirien ou aux infrastructures du secteur de l'électricité. Le ministre en charge de l'économie et des finances, Kabaniale, a relevé les avantages liés à ces accords de prêt. Le projet de construction de la route Bouna-Doropo, frontière du Burkina Faso,
Il s'agit d'un important projet de désenclavement, mais également améliorer et faciliter les échanges socio-économiques au niveau national et sous-régional entre notre pays et le Burkina Faso. Quant au programme de renforcement du secteur de l'électricité, il vise à raccorder le poste électrique de la Riviera à la ligne d'interconnexion Ghana-Côte d'Ivoire, de l'interconnexion des postes électriques de Yopougon et de l'électrification transfrontalière également de la zone de Bouna au nord-est de la Côte d'Ivoire. Ces deux accords portent à 510 milliards de francs CFA le montant total des engagements de la BOAD en faveur de la Côte d'Ivoire. Rappelons que la BOAD célèbre cette année ses 40 ans d'existence. À cette occasion, un forum, les 13 et 14 novembre prochains, est prévu au siège de la banque à Lomé, au Togo. Et en image, les directeurs généraux des services d'immigration et des affaires juridiques sont en conclave à Abidjan. Au menu, la révision du protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et le droit d'établissement. Cette réunion a pour but de contribuer à l'élimination des dispositions inadéquates existantes et d'introduire de nouvelles dispositions visant à renforcer la mobilité des citoyens de la CEDEAO. Yamoussoukro a été visité par un groupe d'hommes d'affaires coréens à la recherche d'opportunités d'investissement. Dans la capitale politique, ces hommes d'affaires ont échangé avec le gouverneur du district qui leur a présenté les grands projets de la ville qui ont besoin de financement. Eugène Atoubé pour plus de détails. Après Abidjan, où ils ont été reçus par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, les hommes d'affaires coréens ont découvert Yamoussoukro en ses grands projets visant le développement local et le progrès des populations. À l'issue d'une rencontre avec le gouverneur Augustin Thiam, ils ont décidé, en première intention, d'investir dans l'agriculture, la riziculture notamment, relancée dans la région du Bélier à travers le projet Yanovel. Grâce à ce soutien et à l'expertise de l'entreprise Colonne Group, Yamoussoukro va produire du riz de meilleure qualité avec un accent particulier sur la qualité des semences. Le chef de la délégation coréenne, par ailleurs président directeur général du groupe Colonne, a assuré le gouverneur du district de Yamoussoukro qu'il va également soutenir d'autres projets ayant manqué de financement, notamment le centre de recherche sur la cacaoculture de Zambakro, le centre pédiatrique et le projet de traitement des déchets. Toutes ces perspectives ont été présentées à la chefferie Akwe, honorée de la visite des investisseurs coréens. Et maintenant, ce fait insolite. Une baleine s'est échouée dimanche sur les bords de la mer à Grand Bassam. L'animal aurait moins de 2 ans et pèserait au moins 4 tonnes. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Adjoumani, était sur les lieux pour apprécier les possibilités de sauver ce poisson. Mais aux dernières nouvelles, la baleine est morte à 2 heures du matin. Archibat 2013 a ouvert ses portes hier à l'Hôtel Ivoire. Habiter autrement est le thème de la 4e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment. Professionnels et acteurs du secteur de la construction se rencontrent pour discuter autour de la problématique majeure de l'habitat en Côte d'Ivoire. Le point avec Emmanuel Niamien. Construisons mieux aujourd'hui pour mieux vivre demain en 2007. Changeons nos villes, changeons nos vies en 2009. Le droit au logement en 2011 et aujourd'hui en 2013, habiter autrement. Pour cette 4e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment, le Conseil national de l'ordre des architectes, initiateur d'Archibat, incite à un comportement nouveau qui invite à l'économie des espaces. On ne peut plus accepter que nos villes, et notamment Abidjan, la ville d'Abidjan, s'étendent à perte de vue et de façon anarchique. Et pour cela, il faut renouer avec la planification, penser habitat collectif, donc habiter groupé, habiter en hauteur, habiter durable. Plus de 200 professionnels de la construction, de l'aménagement et de la décoration participent à ce salon. Occasion pour eux de présenter leur savoir-faire au public et faire des propositions à l'État afin que l'accès à un logement décent ne constitue plus un luxe en Côte d'Ivoire. Ce que l'État doit faire, c'est de pouvoir nous faciliter l'accès à la propriété foncière. Voilà, je pense que c'est là le plus gros du problème.
si l'accès à la propriété foncière nous est facilité, je pense que le reste va suivre. Certaines directives et arrêtés ont été pris permettant de faciliter l'accès à la construction. Au niveau maintenant du développement et de la baisse des prix de vente, nous pouvons le dire que cela devra se traduire dans les mois à venir. L'accès à un logement décent pour tout Ivoirien, le gouvernement en a fait une priorité en initiant le projet de logements sociaux et économiques en Côte d'Ivoire. Sur 32 chefs-lieux de région, aujourd'hui 27 chefs-lieux connaissent le démarrage effectif des travaux à l'intérieur du pays. Mais au niveau d'Abidjan, il y a 3 grands sites. À l'heure où je vous parle, les machines sont à la tâche sur l'ensemble de ces sites. Et les promoteurs immobiliers ont déjà intégré leur terrain. Ils sont en train de réaliser les logements témoins. À la fin de ce mois, les Ivoiriens iront visiter ces logements témoins. 2 concepts font leur entrée pour Achibat 2013. Abidjan Naon, une exposition design pour la promotion de la création originale ivoirienne, et Achibat Academy, un volet formation du salon dont le programme pour cette première fois porte sur le pilotage d'une opération immobilière de A à Z. Le secteur de la recherche est actif en Côte d'Ivoire. La santé, les végétaux, l'éducation et maintenant la sécurité, financée à hauteur de 250 millions de francs CFA par le Centre de recherche pour le développement international et le département pour le développement international du Royaume-Uni. La chaire UNESCO de biotique de l'Université Alassane Ouattara étudiera pendant 3 ans le phénomène de violence criminelle urbaine pour des villes plus sûres. Christelle Menan, Chantal Akanda. Violence criminelle et défi pour la gouvernance urbaine locale en Côte d'Ivoire. C'est le nom d'un projet de recherche qui sera mené au sein de la chaire UNESCO de biotique de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Ce projet est inspiré de l'initiative de recherche internationale Ville sûre et inclusive. Près de 250 millions de francs CFA, conjointement octroyés par le Centre de recherche pour le développement international, CRDI, et le département pour le développement international du Royaume-Uni. L'équipe de recherche, conduite par le professeur Francis Akendes, sera chargée de produire de nouvelles connaissances et d'enrichir la réflexion sur la problématique de la violence urbaine. Il s'agit de mieux comprendre la violence criminelle urbaine afin de mieux lutter contre. Principaux défis, établir la relation entre pauvreté, inégalité et violence, dresser la typologie des acteurs de la violence et jouer le rôle de catalyseur de changement dans la gestion de la sécurité publique en Côte d'Ivoire. Les sites de recherche retenus sont le quartier d'Abobo à Abidjan et les villes de Bouaké et Douekoué. Fin du projet, avril 2016. Et vous allez le voir en image, la RTI se dote de moyens nécessaires pour faire face à la concurrence. Un écran LED avec des panneaux en acier ajoutés à cela. Le streaming qui permet de voir les chaînes de la RTI sur Internet, sur les téléphones et ordinateurs portables. Ce matériel de dernière génération présenté au ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine, ce matin au studio B. Notre reporter Patricia Oumou reviendra largement sur cet élément dans notre édition de 20h. Pas d'inquiétude à se faire, il y a du mouton pour tout le monde au marché de Port-Boué. Le marché est bien approvisionné en bétail et à 6 jours de la fête de la Tabaski, les clients se font rares. Le constat d'Abou Sanogo. Abattoir municipal de Port-Boué. Un camion avec un chargement de plusieurs moutons vient d'arriver. D'autres l'ont déjà précédé. Sitôt déchargés, les animaux sont conduits dans les enclos confectionnés à l'intérieur du parc. Et ce sont environ 50 camions remorques par jour et plusieurs trains qui desservent le marché ivoirien à quelques jours de la fête de Tabaski. Un marché qui sera suffisamment approvisionné selon les responsables de la filière bétail et viande. Mais pourquoi les Ivoiriens vont s'inquiéter? Actuellement, on a presque au moins 40 000 têtes, mais les gens sont servis. Chaque jour, il y a au moins 1000 et quelques têtes de moutons qui sortent ici. Les gens viennent se servir, donc il n'y a pas d'inquiétude. De l'avis des vendeurs, les prix sont à la portée de toutes les bourses. Ils oscillent entre 50 000, 180 000, 200 000, 290 000, voire plus, selon le choix du client et le poids de l'animal. Les prix commencent de 60 à 150 000 francs et un peu au-delà des 150 000 francs. Si les autorités ont fourni un effort concernant la fluidité routière et qu'il n'y a plus de raquettes sur nos routes pour arriver à Abidjan,
alors il faut que dans l'assiette du consommateur final, il puisse le sentir. Bon, cette année, vraiment, les prix sont bons. Tu le vois? Ça, on fait ça à 125 de baht. L'autre, ça, on fait à 105 000 de baht. Avis que ne partagent pas certains consommateurs. Pour eux, les prix grimpent au fur et à mesure que l'on se rapproche de la fête de Tabaski. Ici, il a demandé, bon, ils sont au-delà de 200 000. Donc, je viens de voir ici à quel point ils sont d'abord. Bon, on vend les 180 de baht et on a débattu à 145 000. Il n'y aura donc pas de pénurie de moutons ni d'augmentation abusive, rassurent les responsables de la filière bétail et viande. Et puis dans la même veine, cette information qui vient de nous parvenir, le Conseil supérieur des imams et le Conseil des imams sunnites viennent d'annoncer officiellement à Trashville que la Tabaski aura lieu mardi 15 octobre prochain. Réconciliation entre les populations de Yopougon et la police nationale au stade de la BAE. C'est une initiative du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, en partenariat avec l'ONUCI et l'Union européenne. Le point avec Serge Gongomé et Abou Sanogo. Créer un climat de confiance entre les populations et la police nationale. C'est le but des rencontres, dites Forum de réconciliation entre la population et la police nationale. Un exercice engagé par le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, en partenariat avec l'ONUCI. À l'étape de Yopougon, la parole a été donnée aux populations et elles ont dit ce qu'elles pensent de leur police. Souvent, ils retardent dans leur intervention. Voilà, ils viennent à des moments où ce n'est plus la peine. Lorsqu'on va faire les papiers, il y a des retards. Mais avec ces séminaires, il faut que la police améliore. Prenant la parole, les officiers de police ont déploré l'ignorance des populations des règles de droit. Toute chose qui, selon eux, les conduit à mépriser les policiers ou à les corrompre. Aux policiers, ils demandent une bonne conduite. Aujourd'hui, l'Ivoirien passe plus à la facilité qu'à effectivement l'application des textes. Lorsque vous êtes rigoureux, appliquer les textes, on dit vous êtes contre la population. Et c'est cette même population qui cherche des moyens détournés pour ne pas se conformer à la législation. Nous demandons aux autres policiers de se ressaisir, d'être professionnels, de travailler avec la légalité. Financées par l'Union européenne, ces rencontres se sont achevées dans la commune de Makori, par un repas entre population et policiers. L'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration ADDR a offert à 295 ex-combattants des permis de conduire pour leur insertion dans le tissu socio-économique. Commentaire, Kwadjo Kone. Le projet de réintégration transport intermédiaire initié par l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration ADDR est à sa phase active à Bouaki. Après une initiation à la comptabilité simplifiée et au civisme, 295 ex-combattants viennent de recevoir des documents administratifs et des mototricycles dans le cadre de leur réinsertion dans la vie économique et sociale. Au cours de la remise de ces engins et de ces documents, le directeur de l'ADDR, Fidel Sarasoro, a relevé l'intérêt que le chef de l'État accorde au processus de réintégration des ex-combattants. L'ADDR est là pour eux. Je leur demande encore une fois de faire preuve de patience. Le président nous a donné des instructions très fermes d'accélérer le processus de réinsertion, réintégration de ces ex-combattants. C'est à cela que nous nous attelons. Ces ex-combattants devront faire bon usage de ces engins, a indiqué le préfet de la région de Bouaké à Kakone. Il a demandé aux démobilisés d'aider le gouvernement à les aider en ayant des comportements citoyens. Même son des cloches pour le maire Guibo Nicolas Youssouf qui s'est réjoui de l'exécution de ce projet de réintégration transport intermédiaire dans la commune de Bouaké. Les bénéficiaires, eux, voient la concrétisation d'un rêve longtemps caressé. Nous devons faire confiance à l'ADDR, vraiment à tout le gouvernement, en premier le président de la République. Je suis émis, je compte faire le transport, ramasser café cacao à Boisflé. Le projet de réintégration transport intermédiaire concerne 818 ex-combattants. Dans la commune de Gagnoa existe un village, son nom Onibabré. Le chef de ce village a été réhabilité grâce à la médiation du maire. L'événement célébré a été marqué par l'installation du chef et de son nouveau bureau. Léon Brou pour plus de détails. Accolade entre le chef de village, Nani Ali entre deux maisons, son adjoint Zagbayou Célestin et les 13 autres membres de son bureau. Nous sommes à Onibabré dans la commune de Gagnoa,
Cet acte de réconciliation marque la fin des contestations du chef André de Maison pour incompétence et absence répétée du village. Il retrouve ainsi ses pleins pouvoirs grâce à la médiation du maire Mehdi Bamba. Quand il y a un petit malaise et que le village est divisé, ça impacte sur la cohésion au niveau de la commune. C'est pour cette raison que nous avons décidé de rapprocher toutes les tendances et Dieu merci, aujourd'hui nous avons scellé la réconciliation retrouvée, l'entente retrouvée, la fraternité retrouvée à Onibabri. La médiation du maire de Gagnoa a duré 3 mois. Elle a démarré après qu'une frange de la population, conduite par la jeunesse, l'a informé de la destitution du chef André de Maison, élu depuis 15 ans à un scrutin démocratique. En réinstallant donc le chef d'Onibabré dans ses pouvoirs, le maire a expliqué aux populations le sens de la démocratie. Pour Mehdi Bamba, le respect par les membres d'un groupe, de la volonté de ce groupe, est le gage de toute cohésion sociale. Les inspecteurs, les encadreurs pédagogiques et les animateurs des centres de formation pédagogique ont été sensibilisés sur les problèmes liés à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène en milieu scolaire. Il s'agit pour les responsables de l'éducation nationale de permettre aux élèves d'étudier dans un environnement sain. Commentaire, Kwadjo Kwame. Initié par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, l'atelier sur une éducation pour un meilleur assainissement des écoles vise à développer des comportements positifs durables à l'école et dans les communautés afin d'assainir le cadre de vie scolaire. Une session qui a pour objectif de sensibiliser des encadreurs pédagogiques, des inspecteurs de l'enseignement primaire et des animateurs des centres de formation pédagogique. Madame Bakayoko Marie-Véronique, coordonnatrice du projet éducation relative à l'eau, à l'assainissement et l'hygiène basée sur les valeurs humaines, a indiqué au cours de cet atelier qu'un cadre de vie scolaire propre est propice à l'éducation. Cette formation a été une opportunité pour les participants d'être sensibilisés et formés à la problématique de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Ces participants ont reçu des notions en matière de documentation et de suivi. Créé en juillet 2001, le projet éducation relative à l'eau, à l'assainissement et l'hygiène basée sur les valeurs humaines est du programme des Nations Unies pour les établissements humains, ONU Habitat. Après Abidjan, Korogo et Bouaké, 5 autres grandes communes sont concernées par ce projet. Et puis hors de nos frontières, au moins 50 personnes ont péri dimanche en Égypte dans des heurts entre la police et des manifestants pro-Morsi. C'était à l'occasion du 40e anniversaire de la guerre israélo-arabe de 1973. En Afrique du Sud, le zoulou devient désormais une langue obligatoire dans les universités. Reportage. Un cours de langue zoulou. Nous sommes à l'université de Durban. Le professeur s'adresse à des étudiants du secteur de la santé. Pour eux, le zoulou est une matière obligatoire. Ils ne seront bientôt plus les seuls. Dès l'année prochaine, tous les étudiants inscrits à l'université du KwaZulu-Natal, quelle que soit leur filière, devront suivre des cours de zoulou. Le gouvernement veut valoriser cette langue parlée par un quart des Sud-Africains. Imaginez que nous formions un médecin, un psychologue qui serait incapable de communiquer avec ses patients. Ce serait inutile pour notre communauté. Les études ne doivent pas être déconnectées du contexte dans lequel nos étudiants vont devoir travailler. Le zoulou, langue d'enseignement au même titre que l'anglais. Beaucoup saluent une décision symbolique. Certains pourtant craignent que cela se fasse au détriment des autres langues. L'afrikaans est une langue officielle au KwaZulu-Natal. Il doit aussi être protégé. Interrogés avant l'entrée à l'université, la moitié des étudiants du KwaZulu-Natal disent parler le zoulou à la maison. Pour cela donc pas de problème, les autres s'inquiètent un peu. Le droit, par exemple, ça se pratique en anglais. Donc, quel est l'intérêt de parler zoulou ? Je ne dis pas qu'on n'aura pas des clients qui parlent le zoulou,
Mais de là à dire aux étudiants, si tu n'as pas ton module de Zoulou, tu n'auras pas ton diplôme, ça pose question sur la valeur de ce diplôme. 80% des étudiants ici sont Zoulous, donc ça n'est pas évident pour eux de s'adapter à un enseignement en anglais. C'est mieux s'ils peuvent étudier dans leur langue. Je pense que ceux que ça rebute ont des œillères. Ils vont nous enseigner des bases en Zoulou pour qu'on puisse communiquer, ça nous ouvre des horizons. Du temps de l'apartheid, l'Afrique du Sud ignorait ses langues autochtones qu'elle veut maintenant mettre en avant. Aujourd'hui, 11 langues cohabitent officiellement sur un pied d'égalité, mais à l'écrit, l'anglais et l'afrikaans restent les langues dominantes. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité.